Nous continuons notre plongée dans le monde de l'industrie au service de la santé visuelle, avec aujourd'hui Prune Mahar, la DG d'Essilor Luxottica. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Prune nous rappelle l'importance du groupe Essilor sur son marché, mais nous parle également de ses produits phares comme le verre freinateur de myopie ou la Ray-Ban Meta. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui, Prune Mahar, DG d'Essilor. Merci Prune d'être là. Bonjour Sébastien, merci de me recevoir. On va parler évidemment de tes études brillantes, ton parcours professionnel qui t'a emmené à ce poste, mais également de choses plus profondes sur ton marché, sur le rôle des verriers en ophtalmo, la frénation de la myopie, très, très à la mode. Et puis tu nous offriras toute une ouverture sur ce monde qu'on connaît assez mal finalement. Est-ce que ça te va comme programme? C'est parfait. Super. Alors pour respecter la tradition, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Alors, donc du coup, effectivement, aujourd'hui, je suis, directrice générale d'Essilor France, mais c'est, la droite ligne. J'ai réalisé, en fait, toutes mes années plutôt dans la santé. Donc ça, c'est vraiment le fil rouge. Je pense qu'on peut dire que je suis tombée dedans un petit peu quand j'étais petite avec, un père, cardiologue, brassé un peu dans des missions, humanitaires et cetera. Et puis finalement, je n'ai pas fait médecine. Je me suis tournée vers des études de commerce, mais j'ai rejoint, assez rapidement, l'industrie, pharmaceutique où, j'ai passé, 10 ans. Donc je travaillais beaucoup avec aussi des pharmacies, le canal de distribution des pharmacies. Et puis, j'ai rejoint le groupe Essilor il y a un peu moins de 10 ans, où, j'ai eu plusieurs responsabilités en France, mais également à l'étranger, sur, l'Europe du Nord, tant sur le marketing, le commercial, la et le les différentes organisations. Et puis je suis revenue en France pour prendre la direction générale d'Essilor en 2022. Et ce qui D'accord. m'a attirée vraiment dans ce groupe, c'est effectivement la mission qu'il porte. C'est-à-dire, effectivement, éradiquer le mal-voir, d'ici, 2050. Et ça, je pense que c'est la petite case que j'ai dans mon cerveau qui est toujours, très axée, santé. Comment je peux à la fois travailler tout en étant utile pour les gens? C'est ambitieux comme promesse. Enfin, c'est une moindre mesure parce que je pense que nos auditeurs, ils sont beaucoup plus utiles que moi pour les gens. On dit Essilor-Luxottica. Tu peux nous rappeler, c'est une fusion? Oui, tout à fait. C'est une fusion donc EssilorLuxottica déjà aujourd'hui, c'est quoi? C'est le leader mondial dans la conception et la fabrication, mais aussi dans la distribution, de lunettes. Quand je dis lunettes, c'est au sens large. Donc il y a des verres optiques, il y a des montures optiques et il y a également, effectivement des lunettes, de soleil, donc ce qu'on appelle des planos. Et dans ce groupe-là, c'est issu de la fusion, de 2 mondes. Donc il y a Essilor, qui est effectivement ancrage français, qui était dédié à la fabrication, des verres optiques, et il y a Luxottica, qui lui, concevait designait et commercialisait les, montures avec, des marques en propre, hein, du type Ray-Ban, Oakley, ou Persol, et avec, des marques, sous, licence, par exemple Prada, par exemple, Chanel. Aujourd'hui, ce groupe-là, c'est un groupe, de un peu plus de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui est présent, dans le monde entier. Moi ici je représente, on parle ici du marché, français. C'est notre berceau. Le groupe garde son ancrage en France. Le siège du groupe Essilor-Luxottica est, à Charenton. Le groupe est coté au CAC 40, à Paris, et l'innovation, est vraiment basée également en France puisque nous avons à Créteil, avec plus de 300 chercheurs en optique ophtalmique, le plus grand centre en recherche et développement, privé au monde en optique ophtalmique. Et si je parle, d'innovation,
c'est bien parce que c'est ce qui nous rassemble. Ça a toujours été dans l'ADN d'Essilor, ça a toujours été dans l'ADN de Luxottica et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce groupe ne fait, plus qu'un. Il a fusionné quand même maintenant il y a plusieurs années et qu'il arrive, grâce à sa taille, à apporter sur le marché, pour le bien-être des porteurs et dans le cadre de sa mission, qui est d'éradiquer le mal-voir, d'ici 2050, des innovations sur le marché pour le bien-être des consommateurs. Et pour donner un chiffre clé, parce que je pense que c'est extrêmement important et c'est le rôle, hein, aussi des acteurs, des fabricants que nous sommes, c'est c'est 70. Ce 70, c'est le poids que nous représentons, Essilor Luxottica, dans les investissements en recherche et développement dans le monde entier, en optique. Donc nous avons vraiment à cœur d'investir massivement, vraiment, dans les solutions du futur, au service de la vision, au service du bien-être et aussi au service du confort de tout un chacun, de la santé aussi de tout un chacun. D'accord, super. Heu, on le sait, on le voit, le verrier, donc du coup, Essilor, par le biais également des opticiens, se fait partie d'un tout, heu avec l'ophtalmo. Comment ça se passe en termes de R&D, de recherche développement? Est-ce que vous avez des ophtalmos qui sont intégrés? Comment ça se passe? Est-ce que c'est d'abord vous qui inventez? Comment ça se passe? Alors, on part toujours, des, besoins en fait, des consommateurs que D'accord. l'on va étudier. On parlait des innovations, Essilor, tout le monde sait que c'est lui qui a créé, Varilux, cette marque iconique, sur les verres progressifs qui permet à tout un chacun de voir de manière fluide à toutes les distances, malgré la presbytie qui s'installe, à partir de 45 ans en général. Hem et on a sorti l'an dernier la dernière génération de Varilux qui s'appelle Varilux XR. Pour faire ça, typiquement, on a récolté plus d'1 million de données de porteurs et on a essayé de comprendre comment, en fonction du besoin visuel du porteur, il allait regarder dans son verre. Parce qu'en fonction de si vous êtes myope ou si en fonction de si vous êtes hypermétrope ou votre défaut visuel, tout le monde ne regarde pas de la même façon dans son verre. Donc l'idée, c'est qu'on a récolté ces millions de données pour pouvoir positionner dans la géométrie du verre, ce qu'on appelle les aberrations, donc les changements aussi de puissance, à un endroit qui ne va pas gêner le porteur. Et pour ce faire, c'est pour ça que c'est aussi un verre qui est complètement, individualisé. On va même plus loin, c'est-à-dire qu'on va créer, un jumeau numérique et on va pouvoir prédire grâce à l'intelligence artificielle comportementale où cette personne, via son jumeau numérique, va pouvoir regarder, va pouvoir évoluer. Donc, ouais, on part toujours effectivement des besoins du porteur, mais de manière individualisée et on le fait via de la recherche effectivement, fondamentale sur la façon dont il, se tient, sa posture, aussi en fonction de ses caractéristiques physiques, puisque en fonction de votre taille, on n'a pas non plus les mêmes distances de lecture, par exemple. D'accord, donc tu nous parles des verres progressifs, en effet, très, très belle invention. Quels sont les produits phares finalement d'Essilor à l'heure actuelle? Bah, alors évidemment, Varilux, ça j'en parlais, sur les verres progressifs, ça en vend un toutes les 4 secondes dans le monde entier. Mais un verre dont j'aimerais particulièrement parler, c'est, le verre Essilor Stellest et d'ailleurs plus que de ce verre, j'aimerais parler du sujet de la myopie. Parce que ça, c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc notre auditoire, les fabricants, mais toute la filière aussi, optique. Puisque la myopie, très longtemps, ça a été considéré comme un simple défaut, visuel. Aujourd'hui, on sait depuis plus de 10 ans, ça a été reconnu quand même par l'OMS comme une maladie, puisque les myopies fortes peuvent entraîner, des complications qui peuvent mener jusqu'à la cécité et je pense que notre auditoire en voit tous les jours, hein, les conséquences en termes de décollement de rétine, de maculopathie myopique, de risques de glaucome aussi qui sont, accrus. Et quand on regarde aujourd'hui la prévalence de la myopie, en France, on estime que c'est à peu près 24. Mais quand on prédit, quand on fait des modèles prédictifs, en Europe de l'Ouest, on estime qu'en 2050, on sera à 54-56. Donc ça fait plus d'une personne sur deux. Et les forts myopes, donc c'est-à-dire au-delà de -6,
dans les modèles prédictifs que l'on voit, on estime que ça sera une personne sur 10, avec tous ces risques de complications, hein, qui vont au-delà de la vision, puisque ça peut mener jusqu'à la cécité, et donc c'est un véritable enjeu de santé publique. Donc quand on voit ça, je pense que, certes, Essilor a une responsabilité, mais toute la filière a une responsabilité pour essayer de se mobiliser pour, freiner cette épidémie de myopie. Alors, ce qu'on a fait chez Essilor, c'est que la première chose, c'est qu'on a fait de la recherche effectivement pour pouvoir développer un verre qui ne soit pas qu'un verre correcteur, mais qui soit un peu un verre médicament en tout cas, qui va venir freiner, cette myopie et c'est ce qu'on appelle, il s'appelle le verre Essilor Stellest. Je pense que beaucoup de personnes de notre auditoire effectivement connaissent, ce verre aujourd'hui. Comment ça fonctionne? En fait, c'est un verre qui permet de corriger, mais dans lequel il y a, plus de 1000 micro-lentilles asphériques et cette constellation va permettre d'envoyer, en fait, de créer un signal de ralentissement à la croissance de l'œil, qui est responsable de la myopie, en amenant, en fait, la lumière en avant de la rétine périphérique. Donc on va essayer de bluffer un petit peu le signal sur la rétine pour éviter que l'œil s'allonge. Quand on regarde les résultats, aujourd'hui, on a la solution qui est effectivement la plus efficace sur le marché en termes de freination de myopie. On ralentit en moyenne, sur 5 ans, la myopie de 1,75 dioptrie chez les enfants, par rapport au groupe contrôle combiné et ça équivaut en fait, à 3 ans. On évite en fait 3 ans de progression de la myopie et d'allongement axial. Voilà, ça, ce sont les résultats. Pourquoi je parle d'enfants? Parce que ce verre-là, il s'adresse aux enfants puisque l'allongement de l'œil et l'évolution, myopique, touche principalement les enfants, même si il y a quand même 25 des myopies qui continuent à évoluer après l'âge de 18 ans. Alors, quand on se dit ça, on se dit: «Bah, c'est bien, il y a une pathologie, il y a, une solution qui existe». Ben, en fait, on ne peut pas se dire que ça, parce qu'aujourd'hui, on estime que le taux de pénétration des solutions de freination de la myopie, c'est uniquement 10 en France sur les myopes corrigés. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y en a 9 sur 10 aujourd'hui qui, sont juste corrigés et qui ne sont pas freinés et pourtant, il y a 20 d'entre eux qui sont des progresseurs, ce que j'appelle des progresseurs, c'est-à-dire des gens chez qui la myopie va évoluer très vite et chez les autres, il y a quand même une évolution, même si elle est moins rapide, mais en tout cas, ça doit être traité. Parce que même si vous n'êtes pas dans les myopies fortes adultes au-delà de -6, déjà -4, c'est un véritable handicap, d'accord? Et puis en plus, il y a quand même les risques augmentent. Chaque dioptrie gagnée est extrêmement importante dans le combat, dans la freination de la myopie. Donc ça, c'est la 1 chose et comment on peut faire pour faire en sorte de mieux mobiliser les gens? C'est déjà informer et là, on a tous un rôle à jouer. Les fabricants, la filière, les 3 autres, donc les ophtalmologistes, les orthoptistes, les opticiens. Je vais vous partager quelques chiffres d'un sondage qui a été réalisé par l'ASNAV et qui montre qu'il y a 55 des parents, en fait, des jeunes enfants qui n'ont pas entendu parler de l'augmentation de la myopie chez les jeunes. Et il y a 72 qui disent, donc près des 3 quarts, qui disent: «Moi, je ne suis pas suffisamment informé par la myopie et sur les moyens, en fait, de freiner son évolution». Ça veut dire concrètement que si c'est, 55 s'ils n'en ont jamais entendu parler, beh, ils vont pas se dire: «Tiens, il faut que mon enfant, je Bien sûr. l'amène chez l'ophtalmologiste à partir de 3 ans», sachant que ou voire même avant, sachant qu'en plus, là, on parle de la myopie mais enfin, dans tous les cas, il faut aller voir un ophtalmologiste et le faire dépister. On sait qu'il y a tous les risques d'amblyopie et Donc, quand on leur dit: «Mais écoutez, voilà, les enfants myopes qui développent une myopie évolutive, voilà les risques auxquels ils sont exposés», il y en a que 83 qui disent: «Ah bah oui, si j'avais accès à une information sur la progression de la myopie, bah, ça m'aurait incité à faire, contrôler la vue de mon enfant». C'est ça, parce que le problème, c'est que, on va pas savoir, qui est l'œuf de la poule, quoi. On ne sait pas qui doit commencer parce que concrètement, le parent, il voit que moi, personnellement, ma fille est à moins -4 ou -5. Heu, on avait testé l'orthokératologie,
mais c'était un peu pénible. Elle avait du mal à supporter ces lentilles un peu rigides, et cetera. On en parlait la semaine dernière avec, Vincent Perrin de Johnson. Donc du coup, maintenant, il y a une solution qui existe avec une lunette qui est donc du coup selon à mon sens, plus facile à porter parce que finalement on change une lunette pour une autre lunette. Mais par contre, il faut évidemment que, les ophtalmologues, les orthoptistes soient, au démarrage de tout ça parce que j'ai pas vu, il y a pas de publicité télévisuelle ou choses comme ça pour, ce genre de produit. Alors, si, nous, alors, il y a de la publicité, mais là, c'est commercial sur Stellest, mais aussi pour sensibiliser au fait de faire dépister son enfant. Mais ça, entre guillemets, c'est un peu, ça suffit pas pour sensibiliser la population. Pour sensibiliser la population, il faut le prendre de toutes parts. Et effectivement, le point d'entrée, c'est effectivement que les jeunes, enfin que les parents amènent les jeunes chez l'ophtalmologiste. Toujours selon la SNAV, quand je lisais dans leur dernier, un de leurs derniers sondages qu'il y a 1 million de jeunes entre 18 et 24 ans qui n'ont jamais vu un ophtalmologiste de leur vie, ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait des actions qui soient menées via l'école, via les activités. Il y a plein de moments où on peut se rendre compte qu'un enfant a un problème visuel. En tout cas, lui-même, il ne peut pas l'exprimer parce qu'il a toujours vu comme ça. Donc, il faut qu'il y ait des dépistages pour qu'on se rende compte des problématiques de ces enfants et ne pas tenir pour acquis. De la même façon que, regardez, on reçoit tous des courriers de la part de la sécurité sociale avec le programme MT-Dents, amenez votre enfant chez le dentiste. Pourquoi on ne reçoit pas ça pour les ophtalmologies? Moi, c'est une question que je me pose tous les jours. Surtout que Alors, je maintenant, sais, je sais pas si tu connais, mais maintenant, grâce à Mon Espace Santé, on oui, a désormais des applications. Moi, je le vois sur mon application, je l'ai regardé l'autre jour, il y a noté: «OK, il faut aller faire un petit bilan dentaire, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça». Il y a plein de choses qui peuvent être poussées finalement par l'État, par l'administration, quoi. exactement, et il pourrait y avoir même plus loin, c'est-à-dire que les et d'ailleurs certains pédiatres le font très bien, c'est de mettre en lien avec aussi, les ophtalmologistes pour, passer le relais, à un moment donné, puisque de toute façon le pédiatre, tout le monde le voit. Une maman, elle va très régulièrement en pharmacie pour son enfant, pour son bébé, pour un jeune enfant. Je dis une maman, ou un papa, hein, d'ailleurs, C'est sans ça? sans aucun sexisme sur le sujet. Donc ça veut dire qu'effectivement, en pharmacie, on pourrait aussi imaginer des messages de prévention. Moi, quand je bossais dans le domaine de la pharmacie, il y avait énormément de messages de prévention qui passaient par la pharmacie. Et encore aujourd'hui, on le voit. Chez l'opticien, de la même façon, c'est-à-dire que un parent qui va pour faire changer ses lunettes, l'opticien voit qu'il est myope, il peut très, ou qu'il a sur sa carte vitale, il voit qu'il y a des enfants qui sont rattachés, sans même voir qu'il est myope. D'ailleurs, il peut poser tout un tas de questions. Et après, de manière plus large, on a tous, donc vous voyez, c'est chacun apporte sa pierre à l'édifice. Opticien, pharmacien en tant que professionnel de santé de, de proximité. Il y a aussi le lien avec les ophtalmologistes, parce que les ophtalmologistes, c'est vraiment eux qui vont le détecter, qui vont pouvoir suivre l'enfant, c'est lui le professionnel de santé de référence. Et après, il y a des campagnes, à défaut de campagnes de santé publique, il y a des campagnes que l'on peut faire tous ensemble. Typiquement, Essilor, nous, on est très investis, on est le partenaire fondateur dans la campagne développée par l'IUMP, qui est l'Institut d'éducation médicale et de prévention, dans la campagne qu'ils font tous les ans pour informer et pour dépister la myopie. Donc, c'est toute l'année, mais il y a quand même un créneau sur une semaine en novembre où les ophtalmologistes mettent à disposition certains créneaux pour que les parents puissent inscrire leurs enfants pour faire dépister des éventuels défauts visuels, donc de la myopie. Et ça va permettre d'identifier des enfants myopes ou des enfants prémyopes, parce qu'à partir de quel moment on considère qu'un enfant est myope ou pas? Est-ce qu'un enfant qui a 4 ans ou 3 ans et qui est hémétrope, voire légèrement myope, est-ce que ça n'augure pas d'une myopie évolutive? Parce que normalement, à cet âge-là, il devrait être hypermétrope. Alors ça, notre auditoire le sait bien mieux que moi, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet-là, mais en tout cas, il y a plein de choses qu'il faut qu'on comprenne mieux sur la myopie et ces modèles de manière individualisée, comment un enfant va évoluer dans sa myopie. Parce que c'est important pour une prise en charge individualisée également. Et puis, il y a aussi des campagnes qui peuvent être toutes simples pour sensibiliser
aux gestes de tous les jours qui sont du bon sens, mais qui agissent contre la myopie. Sortez les enfants pendant 2 heures par jour. Les Mmh. laissez pas en vision de près sur leur smartphone pendant ou même quand vous leur prêtez votre propre smartphone pour regarder un dessin animé qui sont à 10 centimètres. On arrête ce genre de choses. D'ailleurs, on dit il y a des campagnes aujourd'hui où on dit C'est ça, pas d'écran pour les enfants avant 3 ans, zéro, et limité jusqu'à 5 ans. Alors ça a un effet par rapport à la concentration, mais pour les yeux aussi, ça joue. Que ça. c'est bon, effectivement, de ne pas les mettre devant les écrans. Donc voilà, donc je pense qu'on peut tous œuvrer dans ce sens-là. Et puis après, il y a le fait qu'aujourd'hui, on connaît quand même assez mal en déjà sur les populations caucasiennes, comment évolue, la myopie, les causes fondamentales, les principes d'élongation de l'œil. Et puis, nous, on s'en rend compte dans les études que l'on fait pour Essilor-Stellest. Essilor-Stellest, nous, on préconise pour les résultats que je vous indiquais, de le porter, ces lunettes-là, pendant 12 heures par jour. D'accord. D'accord? Et même à 12 heures par jour, on se rend compte que, bah, chez certains enfants, la myopie, elle est totalement freinée, c'est-à-dire elle n'évolue plus. Et puis chez l'autre, elle va continuer à évoluer. Et pourtant, ils ont le même temps. Et ça prouve bien que chaque personne n'est pas enfin, chaque enfant, mais chaque adulte même, n'a pas la même, façon, de réagir et c'est pareil d'ailleurs, aux médicaments de Ouais. manière générale. Donc il faut qu'on arrive à mieux comprendre, la myopie à différents âges, la prémyopie, à partir de quel moment on commence à le prendre en charge, à quel moment on considère que la myopie n'évolue plus, puisque je vous disais qu'après 18 ans, il y a quand même 25 des myopies qui continuent à évoluer. Est-ce qu'il y a des profils d'évolution différents selon les régions, selon l'ethnicité, selon le mode de vie, selon l'ensoleillement, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a tout un tas de choses qu'il faut qu'on arrive à mieux comprendre et qu'on arrive du coup à mieux comprendre comment on va apporter des solutions du futur, à développer ces solutions du futur pour traiter individuellement chaque personne. Aujourd'hui, il existe des solutions. Vous parliez de l'orthoca. Il existe les verres de freination de myopie, comme Stellest. Il existe l'atropine à des dosages différents, enfin plus faiblement dosés. Il existe les lentilles Ouais. de freination de myopie. Voilà. Est-ce que, bah, en fonction des personnes, il peut y avoir d'ailleurs une complémentarité hein, dans les traitements. Mmh. On peut très bien avoir, un enfant qui porte des verres Essilor-Stellest, puis quand il va faire du sport, en fonction du sport qu'il fait, qu'il va mettre des lentilles de freination de myopie. Ça peut être combiné, des verres de freination de myopie avec, de l'atropine. Enfin bon, il faut qu'on arrive à mieux comprendre via des essais cliniques ce qui fonctionne et des combinaisons également qui fonctionnent. Et pour ça, nous, on a décidé, chez Essilor-Luxottica, en fait, de faire partie d'un grand projet qui s'appelle le projet Premium. Qui était un projet sur 5 ans pour mieux comprendre les mécanismes de la myopie. Donc, c'est un projet quand même d'une extrême envergure. Hein. Je crois que c'est 42 millions d'euros quand même hein, qui est investi dans ce projet pour combattre cette épidémie de la myopie. Et on est soutenu derrière par le public, puisqu'il y a la moitié de ces fonds qui est amené par effectivement des fonds publics via la BPI. Et ensuite, c'est tout un consortium d'acteurs privés. Donc, évidemment, Essilor-Luxottica, mais on est aussi aux côtés de l'Institut de la Vision, l'Institut Rothschild également. Et l'idée, c'est de déployer ensemble un programme commun d'essais cliniques pour pouvoir demain lancer des innovations indispensables à cette gestion individualisée de la myopie. Donc, on a tous un rôle à jouer dans là-dedans. Je parlais de donc les fabricants, vous l'avez bien compris, tous les professionnels de santé dans le dépistage et évidemment, mais même on peut aller plus loin, hein, les assureurs, pour moi, ils ont un vrai rôle à jouer, dans la prévention, dans l'information sur la myopie parce qu'ils touchent tous les assurés, ces assurés qui eux-mêmes ont des enfants et d'ailleurs, c'est autant de choses qui leur seront bénéfiques pour, Bien. le futur. Parce que s'il y a en 2050, il y a une personne sur 10 qui est fort myope avec les risques de complications, qu'il y a, derrière, c'est pour la santé publique, il y a un véritable enjeu aussi de financement, de prise C'est en ça. charge de ces malades-là.
Un coût supplémentaire. 2 remarques à ce stade, je t'interromps pour, 1 chose, en termes de, les verres, est-ce qu'on a réussi à faire des comparatifs? On a noté, hein, la complémentarité entre les verres freinateurs, l'orthoca et les lentilles éventuellement. Est-ce qu'on a un comparatif en disant que telle ou telle chose fonctionne mieux ou, finalement c'est assez équivalent? Alors, bah, il y a des comparaisons qui sont faites effectivement, dans les différentes études. Ça peut être entre les différentes technologies de verre et ça, aujourd'hui, c'est quand même sur le marché, il y a beaucoup de verres qui se disent: «Je freine la myopie». Heu, il faut quand même faire très attention à ça parce qu'aujourd'hui, il y a que 2 acteurs sur le marché, dont Essilor, qui proposent des verres de freination de myopie à l'efficacité prouvée. Ça D'accord. viendrait pas à l'idée à je pense à quelqu'un de prendre un médicament, sans, qui n'ait pas fait l'objet d'études cliniques et dont l'efficacité s'est prouvée. Bah, pour moi, sur les verres, quand on dit qu'on doit freiner la myopie et que c'est une maladie, ça doit être pareil. Il faut avoir, des études qui soient prouvées et après, il y a des études effectivement qui montrent, que quand on combine avec, d'autres traitements, ça peut être plus ou moins efficace. Donc ça, c'est des études qui sont souvent d'ailleurs menées par, les ophtalmologistes puisque eux ils prescrivent Ouais. et donc ils peuvent suivre, hein. Ça, c'est pas nous qui le faisons chez Essilor-Luxottica et on le voit dans des colloques, par exemple à la SFO, il y a eu pas mal d'études qui ont été montrées comme ça par plusieurs, ophtalmologistes. Ils partagent leurs résultats, avec nous. Et donc du coup, deuxième remarque, c'était sur le dépistage, tu as insisté sur le fait qu'il fallait de plus en plus dépister parce qu'il y avait énormément d'enfants qui étaient pas qui ne l'étaient pas et du coup, bah, la baisse drastique quand même des délais, de rendez-vous, maintenant n'est plus une, on n'a plus d'excuses finalement pour ne pas, alors quand on est dans une grande ville, hein, il reste encore, 10 à 20 des patients de la population qui habitent dans des aires médicaux, mais pour tout le reste, pour 80 de la population, il est assez aisé de trouver un rendez-vous. Donc finalement, il y a plus d'excuses à ne pas, faire dépister son enfant. Oui, dans tous les cas, il faut faire dépister son enfant et ça doit passer par un ophtalmologiste. Souvent, en revanche, quand l'enfant, a une problématique tôt, il va être suivi par un ophtalmologiste qui est plutôt une spécialité pédiatrique. Donc ça, c'est quand même ça rajoute une Ouais. complexité pour avoir un rendez-vous et c'est pour ça que l'engagement en termes de filière, à partir du moment où, c'est l'ophtalmologiste qui prescrit la solution de freination de myopie, si c'est un verre s'il choisit une solution de freination de myopie, via un verre de freination de myopie tel que Essilor Stellest, il doit y avoir toute une organisation ensuite auprès de la filière parce que ce verre, il va être fait par, un opticien, enfin monté dans une monture par un opticien, ajusté parce que le verre doit être extrêmement bien centré. On sait que Ouais. les enfants, ça bouge tout le temps, les branches, ça bouge tout le temps, mais il doit aussi pouvoir le suivre, cet opticien. Parce que l'opticien, pour le coup, c'est très facile de pouvoir aller chez lui et qu'ils suivent les parents, qu'ils suivent, l'enfant et qu'ils soient dans le dialogue permanent avec, l'ophtalmologiste de référence de cet enfant, qui n'a pas forcément des disponibilités pour le recevoir tous les 4 matins. C'est pour ça que c'est vraiment important qu'il y ait un lien entre les parents, l'ophtalmologiste et l'opticien, ça fait un peu un triptyque, dans le suivi de l'enfant et de la myopie. Vous êtes allé sur le terrain. On sait que les orthoptistes ont un droit de primo-prescription désormais. J'imagine qu'elles n'ont pas encore le droit de prescrire des verres freinateurs. Est-ce que vous pareil, hein, elles pourraient aussi avoir un accès comme l'opticien un peu facilité par rapport à l'ophtalmo. Vous êtes penché sur cette solution ou pas encore? Alors sur les bah, si pour le coup, le fait que d'ailleurs, le fait qu'il y ait des délais, plus accessibles en termes de temps auprès de pour la réfraction de manière générale, c'est aussi, lié à l'augmentation, des orthoptistes et lié à l'augmentation, des délégations de tâches auxquelles qui leur a été accordée ces dernières années. Nous, effectivement, tout ce qui peut favoriser, le fait une meilleure santé visuelle, une meilleure prise en charge, une identification plus rapide, des défauts visuels. On parle de la myopie, mais il peut y en avoir, tout un tas d'autres. C'est quelque chose que nous favorisons parce que l'objectif, c'est d'éradiquer le mal-voir, Bien qu'il soit sûr. d'ailleurs corrigé ou non. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes ont sur le nez, des lunettes qui ne correspondent pas du plus, en tout cas, à leurs besoins visuels, du moment? Donc c'est oui, c'est quelque chose sur lequel, nous on sensibilise. Alors chez Essilor,
on a, des personnes qui sont dédiées aux relations médicales, qui vont visiter, notre auditoire, donc ophtalmologistes et orthoptistes, pour pouvoir justement leur montrer nos solutions et y compris sur la freination de la myopie. D'accord, parfait. Je crois qu'on a fait le tour sur la frénation de la myopie. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la division machine, d'Essilor? Parce que autant en optique, tu me le disais quand on introduisait le podcast, vous êtes très, très connu. Essilor est très présent chez les opticiens, assez peu encore chez les ophtalmos. À quoi c'est dû et quels sont, je dirais les produits, qui vont, diverger de la concurrence? Alors, je pense que le pourquoi effectivement, on a 3 activités majeures, hein, chez, EssilorLuxottica. La vente des verres, via Essilor, la vente des montures dont on parlait tout à l'heure et la vente des instruments. Et les instruments, on les vend, donc chez les opticiens comme chez les ophtalmologistes et attention, c'est pas les mêmes puisqu'évidemment, ils n'ont pas les mêmes, droits, en termes de réfraction et puis, par exemple, chez un opticien, on va vendre aussi, des meuleuses pour tailler les verres, évidemment, ce qu'on ne va pas faire chez les ophtalmologistes ou les orthoptistes. Alors pourquoi on est plus connu, chez les opticiens? Je pense que ça vient du fait que comme on vend des verres, on a des personnes qui sont en contact des opticiens des 13 000 magasins, de manière, Plus très régulière. régulière, hein, alors que chez les ophtalmologistes, c'est, on a des personnes qui sont en charge de les voir pour les relations médicales, mais sur les instruments, effectivement, historiquement, on était moins implantés et c'est depuis maintenant 5 ans, on propose vraiment une gamme large de matériel à la destination des ophtalmologistes. Ça va du diagnostic à la réfraction, en passant par l'imagerie, du type OCT, champ visuel et ça fait pleinement partie de notre proposition de valeur. Voilà, ça, ce sont des choses, effectivement qui sont dédiées, aux ophtalmologistes. Tout ce qui est imagerie et cetera. On ne le propose pas du tout, aux opticiens. Alors D'accord. qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence? Je parlais au début, de notre entretien, de l'importance de l'innovation pour nous et nous, sur l'i c'est pareil sur notre division instruments. L'objectif, c'est d'amener de l'innovation constante, soit ce qui va permettre de gagner en précision, pour l'ophtalmologiste, soit qui va lui permettre de gagner du temps, soit de la place pour, aller sur ses contraintes, par rapport à ses contraintes, par rapport à son cabinet. Et l'idée, c'est aussi de s'adapter à l'évolution permanente, en fait, du comportement et des attentes des, des consommateurs. On part toujours des besoins des consommateurs. Je vous donne un exemple, sur la réfraction. Aujourd'hui, on a une gamme qui s'appelle Visionnaire et Visioness et ça permet d'avoir une réfraction plus rapide, mais aussi plus précise. On est les seuls à pouvoir proposer une réfraction aux ophtalmologistes de faire ou aux orthoptistes de faire une réfraction plus précise qui va jusqu'au centième de dioptrie, tout en intégrant effectivement une expérience, patient unique. Donc ça, c'est un véritable plus, par rapport à la concurrence. Ça permet aussi de faire des réfractions plus rapides, là, pour le coup, au quart de dioptrie. Donc c'est quand même quelque chose qui est très différenciant. Si, l'ophtalmologiste ou l'orthoptiste a aussi des problématiques de place par rapport à l'organisation de son cabinet, on a une gamme qui s'appelle la gamme, VS qui permet d'intégrer, plusieurs espaces de réfraction. C'est dans une espèce de comme une boîte en fait, et donc ça permet d'éviter d'avoir, vous savez les Le 5 recul. Ouais. le recul exactement, nécessaire. Donc on essaie d'amener tout un tas d'innovations comme ça pour la pratique effectivement de la réfraction notamment. D'accord. Alors là-dessus, on va te souhaiter bon courage parce que c'est vrai que ce qui est difficile en général, pour avoir été responsable de centre, ce qui est un petit peu compliqué quand on doit, acheter une nouvelle machine, un nouvel autoref, c'est qu'on va se heurter au fait que si jamais on prend le nouveau et que ça se passe pas bien, c'est nous qui sommes responsables et
on ne prend pas de risque finalement à reprendre la même chose qu'on avait auparavant. Et en plus, ça nécessite souvent une formation. Si on a 4, 5, 6 box qui sont équipées par l'une ou l'autre des marques phares du marché, si on vient à tenter de prendre Essilor, c'est vrai qu'il va falloir vraiment le vouloir. Mais de toute façon, a priori, les produits, moi j'en ai entendu que du bien. Donc j'imagine que, avec le temps, en tout cas les nouveaux ophtalmos qui vont s'installer vont démarrer tout de suite avec de l'essilor et à mon avis, c'est là-dessus, que les équipes mettent le paquet parce que c'est vrai que autant le renouvellement est compliqué à mon avis, autant c'est vrai que pour démarrer, bah, pourquoi pas? Oui. Puis là où tu as raison, c'est que on ne vend pas, simplement que ces instruments-là. Ça nécessite d'accompagner en formation. On a des équipes pour, le faire évidemment, hein, qui sont en lien avec, notre auditoire justement sur le sujet et puis, sur le SAV également. Il y a un C'est sujet, ça. là-dessus et l'objectif, c'est d'avoir un accompagnement au quotidien pour que tout se passe bien. On sait très bien que s'il y a une machine qui est défaillante dans un centre de santé, ça va être la catastrophe, pour les ophtalmologistes, pour les orthoptistes, pour les gérants des centres, du centre de santé et pour les personnes qui attendent, hein, pour les consommateurs dans la salle d'attente donc Forcément. Très bien. Nous en parlions, j'aimerais qu'on ouvre un petit peu sur, les produits de demain. Moi, je suis fasciné par, bah, tout ce qui se fait, notamment, les parce qu'on a beaucoup parlé, les Ray-Ban Meta, hein, c'est une marque Essilor. Est-ce que tu peux nous parler de ce produit-là et qu'est-ce qui est prévu à l'avenir? Parce que maintenant, on intègre de plus en plus de choses dans une lunette. Qu'est-ce qui où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui peut, arriver par la suite? alors toujours dans notre démarche, d'innovation, majeure chez EssilorLuxottica, l'objectif, c'est de se dire, qu'est-ce que va être la lunette du futur? Comment elle peut aider au bien voir évidemment, mais aussi au bien-être, au confort et comment elle peut amener de multiples fonctionnalités, aux consommateurs. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous, ça qui est greffé, à notre main, mais qui en même temps, vous voyez, donc on peut appeler, au téléphone. Alors OK, il y a des AirPods qui sont possibles. On peut, prendre une vidéo, mais ça veut dire qu'on profite pas vraiment du moment puisqu'on a toujours le téléphone, devant nous. Donc c'est comment on se reconnecte en fait Au réel? ouais, voilà, au réel, exactement et ça, on l'a développé en lançant Ray-Ban Meta. C'est une lunette connectée qui permet de prendre vos appels, d'écouter de la musique, de prendre des vidéos et cette année, Hem, ça va être enrichi de la fonctionnalité d'intelligence artificielle et d'ailleurs ce produit-là, avec l'intelligence artificielle a été récompensé par un Silmo d'or, au Silmo là, Mmh. il y a quelques semaines. Alors comment ça fonctionne? C'est que de on va pouvoir effectivement dialoguer avec, notre lunette pour lui demander tout un tas de conseils. Par exemple, si, je suis devant un monument, je lui dis: «Bah, qu'est-ce que c'est?» Il va prendre une photo, et puis il va pouvoir l'analyser. Si je suis, dans, un musée ou de la même façon ou si je regarde un livre avec un tableau, je lui demande: «Qu'est-ce que c'est?» Il va pouvoir me dire, voilà, c'est tel tableau de tel peintre, peint et je lui dis: «Bah, ça a été peint quand?» Si c'est sur un livre, je peux lui dire où est-ce que ce tableau est exposé. Voilà, si je suis dans la rue, je peux lui demander et que j'ai faim, voilà, j'ai envie de manger japonais, où est-ce qu'il y a un restaurant japonais, dans le coin? Lequel est le mieux, enfin raté sur, Google, noté sur Google. On peut imaginer tout un tas d'ailleurs d'autres applications. Si par exemple toi et moi, on ne parle pas la même langue, Ouais. voilà. Donc je te parle, par exemple en français, toi imaginons tu es anglais, tu portes des Ray-Ban Meta, bah, dans les micros vont te le traduire automatiquement ce que je dis. Si toi tu me réponds, tu vas me répondre en anglais, mais sur ton téléphone va s'afficher la traduction en français que tu vas pouvoir me montrer, donc on va pouvoir dialoguer. Ça, c'est tout un tas d'applications que l'on peut imaginer et puis, moi je pense que l'intelligence artificielle, ça permet, d'imaginer tout un tas de futurs possibles, y compris par rapport à la vision. Je discutais avec un spécialiste de l'intelligence artificielle, il y a quelques mois. Il me disait: «Bah, aujourd'hui, dans le noir, on ne voit pas. Avec les caméras infrarouges, on voit un peu en vert. Mmh. Mais demain, ça me semble évident qu'on va pouvoir reconstituer les couleurs,
pour qu'on voit de jour comme de nuit. Alors ça n'existe pas, mais c'est vrai que ça serait une belle avancée Et le et même pour principe que finalement on arrive à recolorer des images en noir et blanc, là on pourrait le faire, sur le moment, quoi. exactement. Ça serait vraiment idéal, c'est-à-dire donner une bonne vision à tout le monde. Pour les personnes qui sont, malvoyantes, on pourrait imaginer d'ailleurs, ou qui souffrent de DMLA, donc qui ont des points noirs, des trous, qu'elles ne voient pas, des parties où ne voient pas, on pourrait imaginer, pourquoi pas, de reconstituer d'ailleurs, ces parties-là. Alors je sais qu'il y a des solutions qui existent, hein, d'ores et déjà, mais on pourrait le systématiser via ces lunettes, connectées. On pourrait imaginer aussi tout à fait que sur une personne qui ne voit pas du tout, il y a des aides au déplacement aujourd'hui. Mais là, demain, comme ça pourrait tout screener, dire: «Ah bah, attention, là, il y a une marche», parce que ça prend en vidéo, donc voilà, faut lever le pied, là, il faut tourner à droite dans la rue. Enfin, on peut imaginer tout un tas d'applications pour ces lunettes, du futur. C'est pour ça que, pour nous, c'est quelque chose sur lesquels on veut vraiment, investir. Parce que non seulement ça va traiter des problématiques de santé, mais ça va traiter aussi la facilité et la connexion de tout un chacun, dans son, à son monde, au monde qui l'entoure. Donc ça, c'est un 1er type, d'innovation. Une autre innovation dont je peux te parler, c'est de nuances audio. Donc nuances audio, là, aujourd'hui, on se dit en fait qu'il y a, c'est une technologie dans laquelle le groupe a investi, EssilorLuxottica, il y a un peu plus d'1 an. On sait qu'en France, la majorité des gens qui sont équipés parce qu'ils ont une problématique, qu'ils n'entendent pas bien, c'est qu'en général, ils souffrent de perte d'audition déjà assez sévère quand c'est diagnostiqué et on est équipé assez tard, en âge, parce que souvent les gens acceptent peu parce que c'est stigmatisant Ouais. d'avoir un appareil audio parce que ça se voit. Or aujourd'hui, les gens qui souffrent de problématiques de perte d'audition légère à modérée, c'est un peu moins de 5 millions de personnes en France. C'est beaucoup quand même, hein, Mmh. c'est énorme et ces gens-là, ils sont pas du tout, équipés, donc ils naviguent dans des situations d'inconfort où ils font Mmh. répéter les gens autour d'eux, et c'est encore plus d'ailleurs gênant pour eux dans des espaces où il y a beaucoup de brouhaha. Donc Nuance Audio, qu'est-ce que c'est? C'est une, lunette, qui est bourrée elle aussi de technologie et de micros, qui va permettre d'amplifier le son de manière directionnelle. Donc si par exemple, on se parle tous les 2, toi tu me parles, moi je suis équipée de Nuance Audio, ça va amplifier en fait, le son de ta voix tout en diminuant, les brouhahas, qu'il y a à côté, ce qui va me permettre d'être plus, confortable en Bien fait sûr. dans mon audition, dans le suivi de notre discussion. Donc pour moi, c'est vraiment un des produits du futur parce que c'est pas du tout stigmatisant. En plus, ces lunettes-là, évidemment, elles peuvent porter des verres qui sont à ta vue. Donc non seulement tu vas bien voir, mais tu vas bien entendre. Donc pour moi, c'est vraiment aussi les lunettes de demain. Elles vont être lancées, sur le marché américain à fin 2024 et on espère pouvoir le lancer, il y a tout effectivement, il y a toute la réglementation, hein, qui est autour des Bien sûr. des des aides auditives, assistants d'écoute et cetera, mais on espère pouvoir le lancer, en 2025, fin 2025 en France. D'accord, super, ben, on en reparlera, avec grand plaisir. Comment est-ce que dernière question, comment est-ce que tu vois ton marché, dans 10 ans? Alors on a parlé, hein, de tout des transferts finalement, des technologies qui vont passer du téléphone sur les lunettes avec les Ray-Ban Meta, de tout ce qui va être, également aide, sur du handicap avec la nuance. Est-ce que tu vois d'autres marchés, qui s'ouvrent? Est-ce que tu vois des évolutions ou alors à 10 ans, c'est déjà bien trop loin, ça évolue tellement vite que, ben, on peut pas vraiment avoir d'idée? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer, d'ici 10 ans. Effectivement, c'est une bonne, enfin, en tout cas, je l'appelle de tous mes vœux, une bonne coordination et je sais que, les syndicats, d'ophtalmologistes comme d'opticiens l'appellent aussi de leur vœu. Une très bonne coordination au niveau des 3 os pour prendre en charge, la santé visuelle des Français et pourquoi c'est important? C'est parce qu'elle ne va faire, on a un allongement de l'espérance de vie des gens. Donc ça veut dire avec l'âge, et le vieillissement de l'œil, et puis le risque de pathologie qui augmente, dans tous les cas, on sait qu'on va avoir de plus en plus de pathologies oculaires qui vont émerger. Ça, c'est simplement démographique. On parlait de l'épidémie de myopie.
qui va toucher en 2050, la myopie va toucher une personne sur 2. Mais ces enfants qui sont myopes très évolutifs, bah, demain, ça va être des adultes qui vont aussi avoir, des s'ils sont fort myopes, qui vont avoir des complications, donc il faut prendre en charge. Donc dans tous les cas, pour faire en s il faut pouvoir prendre en charge tous ces patients et leur santé visuelle. Donc ça, pour moi, ça ne va faire qu'augmenter dans les 10 prochaines années et il faut qu'il y ait une très bonne coordination de filières. Il faut pouvoir ensuite l'adresser via de l'innovation, donc ça, on en a parlé, sur les verres pour mieux voir, aussi sur le nouveau usage, des lunettes et je pense que demain ça va être on n'imagine même pas comment ça va être démultiplié par, l'intelligence artificielle également, qui va nous aider et dans la recherche et dans les modèles productifs et aussi qui va aider, ces les patients qui effectivement dans leur vie de tous les jours, hein, ça va devenir comme un véritable assistant. Donc ça, je pense que c'est le 2e gros, game changer, qui va avoir lieu dans les 10 prochaines années et après, je pense que le 3e game changer qu'il va y avoir, c'est qu'aujourd'hui, les équipements optiques, en tout cas les lunettes, sont financés à 72 par les complémentaires santé, Mmh. qui aujourd'hui, pâtissent de transferts de charges, forts, donc elles ont du mal à s'y retrouver dans leur équilibre économique, et donc demain, peut-être que le financement de l'optique va être amené à bouger et donc ça veut dire que pour un sujet de santé, les gens qui ont quand même l'habitude en général de ne pas payer grand-chose pour leur santé en France, ils vont devoir se dire: «Bah, j'en prends une partie, en charge, plus importante. Je vais avoir un reste à charge plus important» et ça, je pense qu'un consommateur, il peut très bien le comprendre, heu, avec plusieurs réserves. Il peut très bien le comprendre s'il a un produit qui est extrêmement innovant Mmh. et donc qui va lui apporter un vrai plus. Il peut le comprendre s'il a une expérience, différenciante, que ça soit, tout au long de son parcours de soins, hein, chez l'ophtalmologiste jusqu'à chez l'opticien. Après chez l'ophtalmologiste, de toute façon, comme c'est vraiment, de la ça sera toujours pris en charge. Là, je parle vraiment, Bien sûr. plutôt de la prise en Ouais. charge des lunettes à proprement parler et puis, il peut le il peut le enfin, pour moi, c'est vraiment ces 2 choses qui font qu'il peut mieux comprendre et accepter de mettre effectivement un reste à charge plus élevé, dans ses lunettes au service de sa santé visuelle, la sienne ou celle de ses enfants. Voilà. Parce D'accord. que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se pose pas trop de questions pour mettre, Ouais. des centaines, voire plus de 1 000 € dans un smartphone. Heu, Demain, il faut comprendre que c'est les lunettes et notamment les lunettes du futur, elles permettront de traiter à la fois les problématiques de santé, de défauts visuels, mais aussi de de donner toutes les fonctionnalités, qu'il y a dans le téléphone. D'accord, très bien. Mais écoute, Prune, je crois qu'on a fait un bon petit tour de Dessilor et du marché des verres. Je te remercie pour. C'était passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que notre auditoire également. Et puis, bah, je te dis peut-être à très vite. Et si tu cherches un cobaye pour tester les nouvelles Ray-Ban Meta, je suis preneur, hein. Eh ben, avec plaisir, c'est bien noté. À bientôt, Prune. Merci, à très bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous a appris des choses. Prune nous a montré qu'encore une fois, après l'invention du verre progressif, Essilor est à la pointe de la technologie au service de la santé visuelle. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.